Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une jeune professionnelle assistante sociale qui exerce auprès de personnes vivant avec des addictions. C'est donc sur cette problématique que porte cet épisode. Oui, un des rares épisodes de cette saison qui porte spécifiquement sur un problème social, mais ne vous inquiétez pas, il vous permettra aussi de mieux comprendre le travail social, notamment en Suisse. Et pour la petite histoire, en fait, lors de mon appel à participation en 2023 pour le balado Expose ton travail social, j'ai reçu une seule candidature de Suisse pour participer à cette saison 1. Et quelle candidature! Je suis vraiment très heureuse de cette volontaire. Alors sans plus tarder, je vous présente mon invitée. Élodie Mercedes Vasquez, une assistante sociale au sein d'un centre médical ambulatoire à Genève, travaillant auprès de personnes vivant avec des addictions. Vous entendrez aussi le terme dépendance ou personne dépendante. Élodie a très vite su qu'elle voulait s'engager dans le travail social. Elle a donc effectué le parcours direct pour accéder à la Haute École de Travail Social. Justement, pour bien vous introduire aux professions du travail social en Suisse, sachez qu'il existe 3 spécialisations au sein du bachelor en travail social. Il y a le service social, l'animation socio-culturelle et l'éducation sociale. Je vous mets des liens dans la barre d'informations pour comprendre ces 3 professions historiques qui correspondent à la catégorie des travailleuses sociales en Suisse. Élodie est donc diplômée en service social, et ce depuis février 2020. Elle a eu diverses expériences en milieu hospitalier avec des personnes âgées et aussi au sein de services sociaux dans le domaine de la précarité et du handicap, en travaillant auprès des individus et des groupes. Je vous assure qu'Élodie est une professionnelle à la recherche de sens. Elle est toujours portée par un processus d'introspection professionnelle pour chercher à évoluer dans sa pratique et dans sa posture d'assistante sociale. Bonjour Élodie. Bonjour Stéphanie. Bienvenue, et comme d'habitude, je me lance tout de suite avec une première question. Mais celle-ci fera preuve de curiosité. Car oui, ça fait pas si longtemps que tu es assistante sociale, depuis 3 ans, là, au moment de l'enregistrement. Comment tu te sens, toi, en tant que jeune professionnelle? Et je ne parle pas d'âge, mais de diplôme, de jeune diplômée. Comment tu te sens à travers cette profession d'assistante sociale? Alors, déjà, je sens que c'est vraiment le travail idéal pour moi, dans le sens où c'est toujours ce que j'ai voulu faire et c'est une confirmation quotidienne. C'est un travail qui fait du sens pour moi, qui me motive. Et en fait, j'adore ce côté où j'apprends tous les jours des choses différentes, je rencontre tous les jours des personnes différentes. Je trouve que c'est une richesse énorme de créer autant de liens, d'avoir aussi la liberté de travailler comme je le veux, parce que dans certaines institutions, on travaille selon un cadre institutionnel. Et là où je travaille, il y a une certaine liberté au niveau du social qui est assez rare ailleurs. Donc, on va dire que je peux un peu toucher à tout, comme je suis généraliste, et j'apprends énormément tous les jours. Et voilà. Merci beaucoup pour cette belle introduction. J'aimerais désormais te lancer sur le sujet de l'épisode. En fait, avant de nous définir ce que signifie la dépendance, est-ce que tu pourrais juste nous nommer des exemples de types d'addictions qu'on peut rencontrer? Ce serait l'addiction aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, au tabac. Là, c'est le type d'addiction avec substance. Et il y a également le type d'addiction sans substance ou à des comportements. Donc là, ce sera les écrans, Internet, les jeux d'argent, les jeux de hasard, les achats compulsifs, le sport, le sexe ou également les troubles alimentaires. C'est très précis, alors je te redonne la parole pour nous expliquer ce qu'est la dépendance ou en fait vivre avec une ou des addictions. Alors, la dépendance, en fait, c'est un volet qui fait partie de la maladie de l'addiction. Donc déjà, pour comprendre la maladie de l'addiction, je vais essayer de donner une définition à peu près globale. Donc, l'addiction, c'est une perte d'autonomie de la personne par rapport à un produit ou un comportement. Et en fait, il faut l'associer à 2 dimensions.
On a la souffrance de la personne et les changements de son rapport au monde. Donc là, on va parler d'aliénation, c'est-à-dire que ça va impacter la personne, sa vie sociale, son entourage et son comportement en société. À partir de cette définition, on retrouve trois types de comportements. Donc, on va parler du premier comportement à faible risque. Donc là, c'est des consommations ou des pratiques qui ne sont pas nocives pour la personne ou pour son entourage. En général, ces personnes font partie de la société. Ensuite, il y a un comportement à risque. Donc là, c'est des consommations de substances ou des pratiques qui peuvent causer des problèmes physiques, psychiques ou sociaux à la personne ou à son entourage. Donc si il faut que j'illustre avec des exemples, ce serait par exemple une personne qui va consommer de l'alcool excessivement le week-end, qui va faire des blackouts, avoir des comportements inappropriés. On peut aussi parler de comportements chroniques, donc là ce serait une consommation d'alcool quotidienne, ou aussi de comportements inadaptés à la situation, donc par exemple une personne qui va conduire en état d'ivresse, si on doit parler que de l'addiction à l'alcool. Donc ça fait partie des comportements à risque. Et ensuite, le troisième comportement, ce sera la dépendance, justement. Donc là, c'est caractérisé par la perte d'autonomie, la perte de contrôle face aux produits. On y retrouve plusieurs symptômes. Donc, ce serait par exemple le désir incontrôlable de consommer une substance. Donc là, il y aura la sensation de manque par rapport à ce produit ou qu'on peut appeler aussi craving. La tolérance au produit, donc ça veut dire que le corps demande toujours plus le produit. Enfin voilà, il faut augmenter les doses des consommations. Il y a également l'abandon des autres centres d'intérêt. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'aliénation parce que les personnes auront un comportement où elles vont passer par exemple la journée à chercher le produit ou à avoir le comportement. Euh, et également la poursuite de la consommation malgré les conséquences graves sur la santé, la vie sociale ou l'entourage. La dépendance, il faut quand même dire que c'est un terme avant tout médical qui est diagnostiqué par des médecins et selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, ça fait partie en fait des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances. Voilà, pour donner un petit côté médical. Et bien justement, pour ajouter du contenu d'un point de vue peut-être plus social ou d'assistante sociale, comment avec tes mots tu pourrais nous parler des effets d'une dépendance pour les personnes que tu accompagnes? C'est vraiment en lien avec la société en fait. La personne va plus fonctionner en société, elle va perdre en fait son entourage ou elle va perdre son travail, justement en lien avec le comportement d'addiction ou la consommation aux produits. Comme tout tourne autour du produit ou du comportement d'addiction, ce serait justement la personne se met hors de la société. Par exemple, une personne perdrait la notion du temps. Euh, voilà. Merci bien, c'est tout à fait compréhensible. En fait, tu mets le doigt sur le fait qu'être dépendant, vivre avec une ou des addictions, oui, c'est une maladie et c'est aussi un facteur de risque important pour le bien-être de la personne, notamment en lien avec l'isolement ou l'exclusion sociale au sein de son réseau familial, amical, professionnel et donc de la société aussi. Alors la question suivante arrive à point nommé. Quel est l'intérêt de l'assistante sociale ou du service social dans le champ des addictions ou de la dépendance? Alors, il faut savoir que pour quand même une majorité des personnes qui ont une problématique d'addiction, que ce sont des personnes assez isolées ou qui ont perdu voilà, leurs proches ou leur famille, qui ont été aussi souvent stigmatisées dans leur vie. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines, autant avec l'administration, autant à l'hôpital, enfin voilà, quand même pas mal de stigmatisation. Et c'est quand même une population qui a du mal à faire confiance. En tout cas, dans mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Et en fait, on crée quand même un lien particulier, étant donné que je suis dans un centre médical. Les personnes vont venir pour prendre des soins et donc elles vont parler de choses assez intimes. Donc on va créer à ce moment-là une proximité
assez particulière ou différente, en tout cas, que je n'ai jamais eue avec d'autres populations dans d'autres services sociaux. Et oui, justement, avec qui tu travailles au sein du centre médical et comment ça se passe le travail d'équipe? Alors déjà, je vais citer les différents corps de métier avec lesquels je travaille. Donc quotidiennement, je suis avec des médecins, donc c'est des médecins psychiatres et médecins généralistes, des psychologues, des infirmiers, infirmières et des assistants, assistantes médicales. Dans ce contexte-là, en fait, on essaye vraiment d'entourer la personne au mieux pour pouvoir l'accompagner. En général, on travaille par principe de référence. Donc, un patient ou une patiente qui viendrait demander des soins aura de toute façon une évaluation par un médecin. En général, si c'est son souhait, il y a une psychothérapie qui est mise en place. Et si nécessaire, il y aura également un traitement. Et là, c'est là que les infirmiers, infirmières ou assistants, assistantes médicales entreraient en compte. Et là, en fait, il y a forcément des références. Chaque personne a son patient, on va dire. Et puis, moi, ensuite, on me demande d'intervenir s'il y a une problématique au niveau social. Et on se voit, en fait, une fois par semaine pour échanger sur les situations. On se tient quotidiennement au courant également de l'évolution des situations. Enfin, en fait, il y a vraiment une richesse d'avoir plusieurs points de vue et plusieurs métiers autour de la personne. Et l'idée, c'est vraiment de communiquer, de se coordonner, parce que aussi, par moment, on a toutes et tous des informations différentes. Et faut aussi quand même le dire, je suis la seule en fait assistante sociale du centre médical où je suis. Je dois parfois rappeler mon rôle, mes missions ou mes limites d'intervention. Parce que chaque personne a son idée de ce que une assistante sociale peut faire. Et puis moi j'ai ma propre posture que je souhaite avoir en accompagnant les personnes qu'on accueille. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta posture d'assistante sociale, justement, auprès des personnes que tu accompagnes? Donc, dans ce contexte-là, en fait, on s'adapte vraiment aux besoins de la personne parce que chaque personne est différente, chaque personne rencontre ses propres difficultés. Je dois dire que j'ai quand même retrouvé un taux d'absentéisme, par exemple, assez important au rendez-vous que je n'ai jamais vu ailleurs. Et en fait, là, tout le travail autour de ça est de s'adapter, de toujours montrer à la personne qu'on est là, d'avoir une flexibilité. J'ai appris à plus avoir d'attente, en fait, auprès des personnes, de ne pas prendre personnellement, par exemple, aussi, ah bah il est pas venu à mon rendez-vous. Enfin, ça n'a rien à voir avec moi. D'une semaine à l'autre, en fait, j'ai aussi vraiment réalisé que d'une semaine à l'autre, tout peut changer dans leur vie. Euh, et en fait, voilà, l'idée, c'est de s'adapter, de toujours avoir une bienveillance, une ouverture, de montrer qu'on est là. Et, euh, et ça, c'est vraiment précieux. On me l'a en tout cas souvent dit, voilà, vous êtes très à l'écoute. Même un simple sourire, ça m'a vraiment surprise. Au début, on m'a dit, mais merci pour votre sourire, alors que pour moi, c'est normal en fait, hein. Je Euh, comprends. donc voilà, l'idée, aussi, c'est de trouver un juste équilibre entre proposer son aide et laisser la personne aussi se responsabiliser et trouver ses propres ressources. On retrouve quand même deux types de profils. C'est les personnes qui demandent beaucoup, même des fois trop, qui sollicitent beaucoup, et l'autre type qui n'arrive pas à demander de l'aide. Donc voilà, là, j'essaye aussi de trouver l'équilibre entre les deux pour quand même autonomiser la personne et aussi montrer que je suis là à pouvoir la soutenir. Oh, intéressant. Et comment tu adaptes ton intervention justement entre celles qui demandent beaucoup de soutien et celles qui n'arrivent pas forcément à demander de l'aide? Hmm, je dirais de manière globale, ce serait d'avoir le même traitement avec tout le monde. Donc les personnes qui demandent beaucoup, je vais essayer de pas leur donner plus et de quand même rester dans la bienveillance, mais d'apporter un certain cadre.
leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et que j'ai aussi d'autres personnes que j'accompagne qui ont besoin de temps. J'annonce par exemple au début de l'entretien qu'on a 1 heure et demie et qu'on va se tenir à 7 heures et demie. Euh, donc voilà, pour les personnes qui demandent beaucoup, ce serait de rappeler un peu le cadre et les personnes qui demandent qui ont des grosses difficultés à demander de l'aide, ce serait de rappeler en fait que je suis là, euh, que c'est pas de la gentillesse parce que souvent on me dit ah mais vous êtes tellement gentil, mais en fait je leur rappelle que c'est mon travail et que je suis à disposition et qu'il faut pas hésiter à me solliciter. Et en fait je le dis à chaque fois et en fait les personnes finissent par se décomplexer un petit peu et à formuler leurs besoins, où j'essaye de formuler mes questions de manière ouverte pour qu'elles puissent, on va dire, vraiment développer davantage leurs difficultés ou leurs besoins. Merci beaucoup pour tes retours. Et maintenant, continuons dans le sujet et entrons encore plus dans le concret. Est-ce que tu pourrais nous donner différents exemples d'interventions que tu fais dans ton quotidien d'assistante sociale? Alors, c'est vrai que le champ est assez large. Bon, comme dans n'importe quel service social, je n'ai pas de spécialisation dans le sens où je suis assez généraliste. Et la structure où je travaille, en fait, me permet d'avoir une grande marge de manœuvre. J'ai la chance de pouvoir un peu travailler de façon assez libre. Donc, en fait, ma mission première, c'est d'accueillir les personnes et apporter une écoute et de les conseiller, on va dire, au sens large. Donc, ça peut être autant des conseils ponctuels de l'ordre juridique ou des assurances sociales ou des brèves démarches administratives, comme par exemple remplir un formulaire pour une demande d'aide financière ou des choses comme ça. Et puis, j'aurai également d'autres personnes qui auront besoin d'un suivi un peu plus important pendant une certaine période. Donc, ça peut être soit des recherches d'emploi. La personne n'arrive pas à faire les recherches d'emploi toute seule parce que, par exemple, elle a des lacunes avec Internet ou refaire son CV, écrire une lettre de motivation. Il y aura également l'aide à la gestion administrative ou du budget. Je rencontre quand même beaucoup de personnes qui ont une anxiété assez importante par rapport à l'administratif et surtout l'ouverture du courrier. Donc en fait, là, l'idée, c'est de voir les personnes une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Et en fait, on ouvre le courrier ensemble, on le traite, on le lit, et puis on organise les paiements. Donc c'est soit on fait les paiements directement sur mon ordinateur, comme ça on est sûr que l'argent ne va pas ailleurs, ou soit les personnes vont à la poste payer directement, puis ensuite elles me ramènent les preuves de paiement. Et moi, je garde des classeurs dans mon bureau et en fait, à chaque fois, on classe les choses. Et petit à petit, l'idée, c'est d'autonomiser la personne. Donc au début, c'est moi qui ouvre le courrier. La personne voit qu'il ne se passe rien de spécial, que l'anxiété n'est peut-être pas autant justifiée, on va dire. Et ensuite, on partage le travail. Et puis ensuite, c'est plus moi qui range dans le classeur, c'est la personne qui le fait. Enfin voilà, on essaie, selon de nouveau les personnes, j'essaye d'aller petit à petit. Il y aura aussi tout un travail à faire avec des problématiques de logement. Donc là, ça peut être des personnes sans abri, des problèmes de punaise de lit, des problèmes de non-paiement du loyer. Là, c'est, on va dire, les situations qui me semblent les plus urgentes, où là, par moment, je dois aller à domicile. J'ai la chance aussi de pouvoir aller à domicile. Donc voilà, collaborer aussi avec les personnes concernées pour ce genre de problématiques. Et puis, je reçois quand même plusieurs profils différents. J'ai autant des personnes qui sont en emploi, qui sont actives, quand même intégrées dans la société, et autant des personnes qui sont sans activité parce qu'elles sont soit à la retraite ou soit parce qu'elles touchent des prestations d'aide sociale ou une rente à validité. En tant qu'assistante sociale, dans l'accompagnement des personnes qui ont des dépendances, j'ai aussi un rôle assez important, j'appelle ça, d'interface. Donc c'est-à-dire que, j'aide en fait à faire le lien avec le réseau externe. Donc ce sera avec d'autres services sociaux pour demander certaines aides, des administrations ou, même des fois des médecins. Parce que justement, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a
quand même une stigmatisation assez importante par rapport à l'addiction ou des craintes de la personne par rapport à ces problématiques de santé. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire un peu le lien avec d'autres travailleurs sociaux ou d'autres administrations, même des fois d'accompagner à l'extérieur pour demander certaines aides ou pour certaines démarches. Ça peut être même accompagner quelqu'un à la banque. Voilà. C'est vraiment parlant tout ce que tu mentionnes. Personnellement, moi j'arrive vraiment bien à m'imaginer ce que tu peux faire dans ton quotidien, mais peut-être que j'ai un biais parce que je suis assistante sociale. J'espère que c'est la même chose pour les auditrices. Puis je me disais aussi en t'écoutant, je me demandais si dans ton service on te laissait de la place pour aborder toutes ces problématiques que tu as mentionnées d'un point de vue plus clinique, en fait plus psychosocial avec les personnes, plutôt que seulement en termes de réponse aux besoins, que je me permettrais là de qualifier de plus administratif, voire technique. Alors moi, dans la structure où je suis, c'est assez purement service social. Comme on a d'autres professionnels de la santé qui abordent déjà la problématique d'addiction avec les personnes, moi je vais plus traiter en fait la situation globale au niveau social. Dans le fond, je parle très peu de l'addiction ou de la dépendance avec la personne. Les seuls moments où je vais devoir aborder ça ou poser des questions, c'est quand ça aura un impact sur les finances en fait. Et puis là, par exemple, quand je fais un budget avec quelqu'un, je suis obligée de lui demander, si je sais qu'elle consomme activement, déjà je dois lui poser la question. Et je lui demande combien en fait elle met dans le produit ou voilà, dans l'addiction. Et si son but c'est de diminuer, en fait son projet c'est justement de diminuer ses consommations, moi je vais pouvoir avoir un rôle là-dedans pour essayer de trouver des astuces, voilà, des adaptations, on va dire. Mais sinon, c'est vrai que je ne vais pas avoir très peu parlé de l'addiction. Parce que c'est réservé aux médecins, aux psychologues ou aux psychiatres? Alors, dans la structure où je suis, oui, c'est surtout le rôle des médecins, psychiatres, psychologues d'aborder ça. Mais c'est vrai qu'on a d'autres structures à Genève où là, c'est des travailleurs sociaux intervenants spécialisés en addiction qui là auront un autre rôle et vont vraiment aborder, on va dire, la problématique d'addiction. Mais parce que c'est aussi une autre structure où ce sera que centré sur le social, où ce sera que des travailleurs sociaux qui vont aborder l'addiction avec ces personnes, alors que moi, je suis dans un centre médical, donc le côté soin, on va dire, prime le social. Avec ce que tu mentionnes, ben, j'aimerais te poser une question supplémentaire. Alors, je vais te challenger sûrement parce que je sais que c'est jamais facile d'expliquer notre profession. Mais comment tu pourrais, alors très brièvement, expliquer le rôle générique ou le rôle attendu des assistantes sociales en Suisse? Qu'est-ce qu'on attend? Je dirais aider la personne à retrouver une autonomie dans ces problématiques de l'ordre social en général. Donc, que ce serait de l'ordre administratif, financier, de logement. Euh, on peut faire aussi des entretiens psychosociaux. Donc là, ce serait vraiment de la discussion dans les difficultés. Euh, et en fait, à partir de là, on va aider la personne dans des choses très concrètes, c'est vrai. Donc ça peut être soit avec de la documentation, soit des conseils juridiques, assurance sociale, faire ensemble le budget, aller faire les paiements, aller dans son logement pour solutionner des problématiques ou aider à trouver un autre logement. C'est, c'est assez large finalement. Peut-être que ce que toi tu me demandes, ça rentrerait dans le volet psychosocial en fait, hein, aborder les difficultés, effectivement. Je pense que si j'étais une assistante sociale dans un autre service qui n'est pas spécialisé en addiction et que la personne vient me dire, par exemple, qu'elle a des problématiques d'addiction ou autre, hein, qu'elle a d'autres problématiques, là, je pourrais aborder ce genre de sujet avec elle euh, dans un entretien psychosocial, on va dire. D'accord, ben merci pour cette explication. Je comprends que dans l'emploi où tu es actuellement, tes missions premières sont de répondre aux besoins sociaux des personnes
en les amenant à trouver des solutions tout en favorisant leur autonomie, tu l'as bien expliqué. Tu parlais d'aspects très précis sur lesquels tu interviens, le logement, la finance, l'emploi, l'accès aux droits. Mais tu pourrais aussi tout à fait proposer des entretiens psychosociaux parce que ça fait partie de tes compétences pour travailler dans le cadre d'une clinique plus psychosociale. Mais actuellement, dans ton emploi, c'est pas tout à fait ce qu'on attend de toi. Tout à fait, c'est pas ce qu'on me demande. Le côté psychosocial que je pourrais amener dans des entretiens, c'est quand les personnes décident effectivement de me parler de leur dépendance ou de leur addiction. Moi, de nouveau, si c'est pas en lien avec ce qu'on est en train de faire, on va dire concrètement, je vais pas poser des questions, mais les personnes amènent ça. J'entends souvent des personnes qui me disent ah bah ma problématique, mon vice, dis donc j'ai 45 ans, je suis encore en train de faire des choses d'adolescent et puis en fait moi mon rôle en tout cas je me sens obligée on va dire de resituer déjà d'avoir une écoute active et de resituer en fait le contexte et de leur dire mais en fait ce n'est pas des erreurs de jeunesse, ce n'est pas des conneries parce que c'est souvent ce qui est ressorti comme mot, vous êtes malade et c'est une maladie. Et en fait, vous êtes là pour vous soigner. Donc moi, pour moi, c'est important de resituer ça en fait, hein, d'enlever ce côté très culpabilisant euh, et de rappeler en fait où on est, pourquoi les personnes sont là et que c'est déjà énorme qu'elles viennent et de valoriser en fait finalement tout le travail qu'elles sont en train de faire. Merci pour ces précisions. Et puis, je voulais rajouter pour les auditrices, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la clinique du travail social, alors là, j'employais le mot clinique psychosociale parce qu'il me semble qu'on parle davantage de clinique psychosociale en Europe. Je vous invite à écouter le premier épisode que j'ai réalisé avec Martin Robert qui parle justement de la clinique du travail social. Et je vous mets tout ça dans la barre d'informations. Maintenant, Elodie, l'épisode se termine. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose avant de nous quitter ? Oui, j'aimerais dire que la maladie de l'addiction est encore, selon moi, trop tabou et trop considérée comme un vice et non comme une maladie. Donc j'invite vraiment les personnes qui travaillent dans le social à garder une certaine ouverture, une écoute et une bienveillance face aux personnes qui pourraient rencontrer des problématiques d'addiction. Euh, Parce que encore aujourd'hui, ces personnes sont justement trop stigmatisées et n'osent pas en parler ailleurs en général que dans un service spécialisé. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que dans le travail social, service social en général, on est notre propre outil de travail et que travailler avec des personnes vulnérables qui rencontrent des difficultés, c'est pas facile au quotidien. Donc, selon moi, il est important de rappeler que il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Waouh, quel beau message de fin. Écoute, merci beaucoup Elodie Mercedes Vasquez, assistante sociale, pour avoir représenté la Suisse dans cette saison 1. Chère auditrice, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.